Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, veuillez me croire si je vous dis qu'il est actuellement 5 heures tout pile du matin. Voilà, ça va vous? Ouais, pour rien vous cacher, en fait, je comptais pas tourner de vidéo ce matin, mais le fait est que je me suis levé de bonne humeur, voilà, ce qui parfois m'arrive avant même le premier café. C'est-à-dire que là, c'est la tête du gars qui a pas encore bu son premier café de la journée. La vidéo était prête, pour être tourné demain, c'est-à-dire que j'ai eu mes petites notes, j'ai pris 2 questions auxquelles je vais répondre. Donc en fait tout était prêt. Je me suis dit, let's go, on va tourner. Et comme ça, vous aurez la vidéo normalement ce mardi, aujourd'hui quoi. Donc voilà. J'espère que vous aimez les sacrifices de ma part. Les amis, avant de commencer la petite série de questions habituelles, j'ai reçu un bouquin hier en service presse euh, qui s'appelle Monica, donc de Daniel Close, et probablement que ça dit rien à personne. C'est édité chez Delcourt. Je vous avais déjà parlé de Daniel Close, rappelez-vous, avec Patience. Daniel Close, en fait, c'est un auteur qui refait son appareil, enfin, dont Delcourt a eu pas mal de droits récemment, en rachetant son catalogue, et a décidé de les éditer dans une série dans une collection bien à part. Donc la collection réservée à Daniel Close, dans ses bouquins juste magnifiques. Et du coup, quand j'ai vu que Monica était en service presse, j'ai dit je le veux parce que Patience était vraiment un très gros coup de cœur en SF. Et je crois d'ailleurs que je l'ai un peu minimisé ce coup de cœur dans la vidéo que j'avais consacrée, parce qu'avec du recul, c'est un bouquin qui m'a pas mal marqué. Franchement, dans ce qu'il est possible de faire en SF et dans l'univers en fait de Daniel Close, que j'ai totalement l'impression de retrouver ici. Alors, je vais pas vous mentir, Monica, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Parce que, en fait, vous le voyez, dans ces éditions-là, on n'a pas vraiment de dos pour nous expliquer un peu, de quatrième de couverture pour nous expliquer de quoi il en retourne. Heureusement, ça vient avec le petit bouquin de service presse. Donc en 2021, les éditions Delcourt ont acquis une partie des fonds des droits en langue française des œuvres de Daniel Close sous le titre générique La Bibliothèque de Close. 2023 a déjà vu la publication de 4 rééditions et un récit inédit. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de retard. Et ce que j'ai lu, grosso modo, c'est voilà, donc c'est un bouquin qui a pris 5 ans à être fait, et ça s'impose comme le travail le plus personnel de l'auteur. Voilà. Il offre ainsi à lire un roman graphique complexe qui bouleverse les genres et marque l'apogée de sa créativité. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout de dire euh, entre thriller, horreur, surnaturel, romance et récit de guerre. En fait, ça va être 9 histoires avec juste le personnage de Monica qui vient relier tout ça. Donc tu vois, on aura effectivement du récit de guerre ici. J'ai vu tout à l'heure un truc un peu plus voilà démonica. Donc non, ça a l'air vraiment top. Et il y a une image qui m'a euh, pas mal marqué. C'est la toute dernière, juste ici, où on voit, j'imagine le personnage de Monica dans un arbre qui nous dit et très vite, j'ai compris que j'étais le centre de toute vie humaine, que j'étais la seule vraie religion. Voilà, je pense qu'on va passer un bon moment. Hein. Ça va être bien délirant, donc ça, je vais vous en parler bientôt, je pense. Parce que, mine de rien, ça a bien attisé ma curiosité. Les questions que j'ai récupérées, on va commencer par celle de Gilles Ouchark. D'ailleurs, je vais sûrement vous laisser 2 secondes pour aller chercher le bouquin dont il me parle, parce qu'il me dit Hello Néo, as-tu lu Les Ultimates par Millard et Hitch? Si oui, qu'en penses-tu? Alors, figure-toi que j'ai ça. C'est probablement un des plus vieux bouquins de ma bibliothèque. J'ai aucune idée, mais alors croyez-moi bien, aucune idée de comment il s'est retrouvé dans mes affaires
euh, aussi jeune que j'étais, avant de commencer les comics. Je n'ai aucune idée, vraiment, de quand est-ce que j'ai acheté ça, etc. J'imagine qu'à la base, il y avait évidemment la couverture des Deluxe, mais aujourd'hui, du coup, ça donne juste un bouquin mystérieux qui n'a plus cette couverture-là, juste écrit Ultimate Super Soldat. Alors j'imagine que c'est celui de Millar et Hitch, parce que je crois pas qu'il y ait d'autres Ultimates, alors peut-être que je me trompe. Volume 1, et plus rien, d'accord. Donc, est-ce que je les ai lus? Peut-être il y a très longtemps. J'ai aucun souvenir de ça. Est-ce qu'il faudrait que je le relise? Probablement. Est-ce que ça vous intéresse, d'ailleurs, mon avis sur Ultimate? Parce que l'univers Ultimate, je sais pas si ça se déroule dans l'univers Ultimate, si j'imagine. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, hein. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse, dans la lignée de ce que fait Millard, que je m'intéresse à ce tome d'Ultimate? En même temps, ça m'intrigue parce que je vois volume 1, alors qu'il est assez épais, et en même temps, je sais que c'est ressorti dans les éditions pas chères, là, dans les petites éditions. Et c'est fin, je sais pas. Voilà, si vous savez ce que c'est que cet ovni, avec grand plaisir. Je prends un peu de temps sur les questions du début, parce que vous allez voir que mon avis comics, il est assez restreint sur le bouquin dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Et j'ai Comics du Prof qui me dit: as-tu un genre préféré en comics? Je sais que tu lis de tout, mais est-ce qu'un genre en particulier te plaît plus que les autres? Comics du Prof, je ne te remercie pas parce que j'ai mis cette question sur le document, il y a de ça depuis hier. J'ai pas encore trouvé de réponse à ça. Donc mes pistes de réflexion, c'était de me dire déjà, dans les autres médias, quels sont tes genres préférés? Donc c'est sûr que le cinéma, c'est la SF, le plus souvent, qui m'a vraiment plu. Euh, et après, un peu plus tout ce qui est drame, beaucoup de psycho, etc. Dans le genre purement littéraire, on va dire les romans, les nouvelles, bah c'est un peu pareil, avec pas mal de SF, aussi du fantastique dans mon adolescence, mais ça je crois que c'est le cas de pas mal d'ados qui lisent. Donc en fait, je me suis dit, putain, mais les comics, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la SF? Oui, pas tant que ça. C'est pas le genre vers lequel je me dirige le plus vite. Euh, non, c'est pas la SF. Si je regarde qu'est-ce que j'ai le plus, c'est du super-héros, évidemment. Euh, Est-ce que c'est le genre qui me plaît le plus? Je sais pas. Et en fait, je me suis dit, ok, je crois que si je prends mes 4-5 bouquins préférés, 4-5 comics préférés, souvent ça va être proche du genre super-héroïque, presque, parfois même avec un personnage de super-héros, comme c'est le cas de Mister Miracle. Et en fait, ça va être un auteur qui va déconstruire les codes du super-héros et l'amener dans un autre genre. Euh, le genre très psychologique, très introspectif de Mister Miracle, c'est complètement à part. Ou la vision, par exemple, de Tom King, bah là, on va plus être sur effectivement de la SF parce que c'est la vision, parce que c'est des synthézoïdes, etc. Mais en même temps, dans un vrai propos social sur le racisme, sur l'inclusion, etc. C'est particulier. Donc je crois qu'il y a de ça. Je crois que c'est vraiment amener le super-héros ailleurs que le genre super-héroïque purement classique. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un genre super-héros? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le Daredevil de Miller dans la même case que les X-Men de Hickman? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait un genre super-héroïque, qu'il y ait un personnage du super-héros, mais à qui il arrive plein d'aventures différentes. Donc je crois que ça répond en partie à la question. Et en fait, bah, on se rend compte que moi, ça va être pas mal aussi du polar, parce que Daredevil, par exemple, que ce soit celui de Miller ou celui de Zdarsky, bah, j'ai clairement envie de le classer dans le polar, avec effectivement une partie très action, une partie voilà. Et puis après, tout ce qui est Brubaker, ça va être pas mal de polar. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Euh, et après, il y a aussi tout un pan de la bibliothèque où c'est pas mal de défouloir, où c'est vraiment un truc où tu vas un peu débrancher le cerveau. Je vois les 7 secrets, je vois Radiant Black, je vois tous ces trucs-là, où je me dis, ouais, là t'es quand même dans un truc où t'as pas beaucoup de genres à part, c'est vraiment amuse-toi, rentre dans cet univers-là, débranche un peu le cerveau.
Et je crois qu'il m'en faut aussi. Voilà. Pas sûr que ça réponde à ta question, pas sûr que moi-même j'ai la réponse à la question. Peut-être que ça mérite une vidéo à part avec des invités, etc. pour répondre à ça. Et je vais y réfléchir parce que c'est une très bonne question, mon comics du prof, qui est toujours très pertinent. De toute façon, allez voir sa chaîne, ses chaînes, puisqu'on a comics du prof et manga du prof, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Et ben, je viens de le citer. C'est le dernier bouquin que je viens de citer, les amis. Je vais vous parler de Radiant Black. Radiant Black, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout? On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a découvert le pouvoir du Radiant Black alors que sa vie était pas faux folle. Il va découvrir le pouvoir du Radiant Black qui va donc lui conférer des super pouvoirs, le transformant en une sorte de super-héros, voilà, avec des super pouvoirs plutôt cosmiques, dont le pouvoir tout simplement de créer un trou noir. Voilà. Rien que ça. Alors, pour l'instant, c'est plus dans le nom qu'autre chose, parce que vraiment, trou noir à proprement parler, voilà, vous n'attendez pas à un truc de zinzin. Dans ce tome-là, c'est l'ancien porteur du Radiant Black qui finalement essaye de reprendre le contrôle de sa vie, essaye de se faire à l'idée qu'il n'est plus le porteur du Radiant Black, mais finalement, le Radiant Black lui-même, doté d'une conscience, n'a pas vraiment l'air de cet avis, n'est pas vraiment dans de l'avis de le laisser tranquille. Alors déjà, faut se dire que Radiant Black, c'était vraiment un de mes coups de cœur de cette année, l'année dernière même, je crois. Je sais plus quand est sorti le tome 1. J'ai ultra accroché au tome 1, j'ai adoré le tome 2, et force est de constater que je suis un peu plus dubitatif, un peu plus déçu sur ce tome 3. La réponse, elle est... Enfin, c'est très logique, en fait, de pourquoi du comment. Tout simplement parce que on était dans le 1 et le 2 sur une montée en puissance qui s'est finie en apogée dans le tome 2. Finalement, on est dans la redescente, en fait. On est tout simplement dans les conséquences, on est dans le moment où il faut se poser les bonnes questions avec les personnages qui vont être plutôt dans une introspection, dans une réflexion. Et je vous avoue que c'est pas vraiment la raison pour laquelle je lis Radiant Black. Donc forcément, il y avait ce petit décalage de t'es sûr là de ce que tu fais, Kylie Higgins? J'ai pas adoré. D'ailleurs, je dis Kylie Higgins, il est pas là sur toutes les histoires. Je crois qu'il est là sur un tiers du bouquin. Ce qui finalement est souvent décevant quand même. Faut arrêter de faire ça. On sent vraiment qu'on est dans un entre-deux. Donc j'espère d'ailleurs qu'on est dans un entre-deux et que le prochain tome va faire repartir la machine. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de spin-offs qui, j'imagine, seront édités en France, qui m'intéressent toujours autant. Il y a un truc très intéressant avec ce tome-là, c'est qu'on est plutôt dans le côté manga, quasiment dans un shonen, ce qui est très intéressant. Déjà que le dessin fait très jeu vidéo, fait très lisse, fait très numérique. Là, on te rajoute un côté manga, je trouve. C'est pas manga d'ailleurs, c'est vraiment shonen. C'est vraiment ce côté trouver la force en soi, trouver la force de l'amitié. T'as vraiment ce truc-là très, très shonen, qui moi me pas déplu parce que c'est un autre univers que j'affectionne. Mais c'est assez marrant de trouver ça. Euh, j'ai une crainte quand même. C'est vrai que vraiment on soit dans une sorte de pente descendante pour le bouquin. C'est con parce que c'est vraiment une des séries sur lesquelles je misais beaucoup pour le futur parce que je sais à quel point ça peut me plaire. Je sais que c'est pas la série de tous les temps. Je sais qu'il y a plein de défauts. Mais ça semble être une série quand même vachement faite pour moi. J'ai un peu peur qu'on perde ça. En attendant, les dessins, moi, ils me plaisent toujours autant. D'ailleurs, c'est vrai que je vous en ai pas beaucoup montré. Voilà, là par exemple, on en a sur le personnage de Radiant Black. Donc, par exemple, on va pas mal aborder l'adaptation des super-héros, par exemple, puisque Radiant Black va être adapté au cinéma dans le bouquin, sans demander le consentement du personnage. Donc ça va pas mal interroger la génération Z finalement aussi sur pas mal de trucs. Je trouve ça parfois un peu maladroit. J'ai hâte de voir où Kylie Higgins veut nous amener dans la création de ce nouvel univers.
De toute manière, je vous en reparlerai. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être assez court sur Razon Black, parce que j'ai pas adoré ce tome 3. Ça arrive. J'ai très hâte de découvrir la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain, c'est quasi sûr, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.